je crève d'envie de vous raconter plein de choses sur Sea of Thieves. Donc, aujourd'hui, nous sommes ici, tranquillou. On s'est posé tranquillou sur notre petit trône squelette de Mermaid's Hideaway, n'est-ce pas? On a une belle vue sur tout le monde de Sea of Thieves et on a tout ce qu'il nous faut ici pour papoter un petit peu biologie. Avant toute chose, je vous montre ici la carte de Sea of Thieves pour vous donner une idée de la localisation de notre jeu. Parce que je vous rappelle que Be More Ocean a l'objectif de se demander si les écosystèmes que nous trouvons dans Sea of Thieves sont vraisemblables. Nous sommes ici en expédition en tant qu'un océanographe et notre but est de comprendre les écosystèmes de Sea of Thieves et surtout de voir s'ils sont vraisemblables avec les connaissances que nous avons dans la vraie vie. Parce qu'a priori, on est basé sur le vrai monde. Donc ça, c'est une communication qui a été faite depuis quand même assez longtemps des développeurs qui nous permettent de savoir où se trouve Sea of Thieves dans le monde à propos de ça. Parce que nous voyons ici la Isla Mosquito. La Isla Mosquito et Lower Bay. Et si on regarde cette zone-là dans la vraie vie, eh bien on se trouve juste au nord des îles Vierges britanniques, donc au sud de ce qu'on appellerait la mer des Bermudes, donc une zone qui a beaucoup nourri l'imaginaire des marins sur le fait qu'effectivement, il y a beaucoup de disparitions de navires, il y a beaucoup de choses surnaturelles qui s'y passent. Quel meilleur endroit que cet endroit pour mettre justement une place comme Sea of Thieves. Donc on se rappelle que nous sommes une portion des Caraïbes finalement, donc juste au nord des îles Vierges britanniques, ici. Donc on peut vraisemblablement se poser l'hypothèse que les écosystèmes que nous avons dans Sea of Thieves sont semblables à ceux que nous avons dans les Caraïbes et notamment ceux près de la République dominicaine. Bon, donc ça c'est une chose. Donc on a pu voir que au niveau de la physique, au niveau de la chimie et au niveau de la géologie, eh bien grâce à cette localisation, on pouvait déjà expliquer beaucoup de choses sur Sea of Thieves. On a expliqué un petit peu l'origine, la direction des vents, par exemple, qui a mené justement à des petites séances de sciences participatives. On a parlé de géologie aussi sur le fait que beaucoup des îles qui étaient présentes dans Sea of Thieves pouvaient avoir été produites par du volcanisme de points chauds. Et avec la chimie, on a pu voir aussi que les cycles qu'il y avait, les cycles physico-chimiques dans l'océan, au niveau de l'azote, au niveau du carbone, au niveau de l'oxygène, pouvaient avoir aussi quelque chose de similaire avec l'océanographie que nous avons dans cet endroit-là. Donc, partant de ces postulats-là, on peut aussi dire l'hypothèse suivante, que la biologie peut être à peu près la même chose que ce que nous avons dans les milieux de la vie réelle aux îles Vierges britanniques. Du coup, ça se trouve dans les eaux territoriales de quel pays? Ah, excellente question, parce que est-ce que les îles Vierges britanniques appartiennent à la couronne d'Angleterre? Est-ce qu'elles sont dans le Commonwealth? Parce que auquel cas, ça voudrait dire qu'on se retrouve juste au nord des eaux territoriales anglaises, du coup. Ou alors, ça veut dire que ce sont les eaux de la République dominicaine qui sont par là. Donc ça, il faudrait regarder un petit peu vite fait. Oui, les îles Vierges britanniques appartiennent à l'Angleterre, donc a priori, on serait juste au nord du territoire de l'Angleterre. On est au nord de l'Isla Mosquito. Il n'y a pas d'échelle sur cette carte, donc on peut difficilement mettre aussi ça, mais Lower Bay, tu voudrais dire que c'est aussi dans les îles Vierges britanniques? Techniquement, je pense que Sea of Thieves n'est pas dans les eaux territoriales, parce qu'on est un peu trop loin des côtes, parce que je rappelle que les eaux territoriales, c'est à 200 miles nautiques des côtes, donc je pense qu'on est un petit peu au nord des eaux territoriales britanniques. Donc ça vous permet un petit peu d'avoir une idée aussi de la géopolitique de l'endroit. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. C'est juste ici, Mosquito Island. Donc ça veut dire qu'on est vraiment au nord du nord du nord des îles Vierges britanniques. Ce qui veut dire qu'au nord, il y a vraiment de l'océan. Donc en gros, là, on se retrouve là où se trouve ce petit encart, justement ici, qui n'est pas placé ici, justement, c'est ailleurs. Hein. Mais on se retrouve justement ici. Donc Lower Bay peut dire n'importe quoi. Et moi, je pense qu'il parle justement de ceci. Hop, hop. Il parle justement du fait que c'est les Bermudes, que ça peut être considéré comme une sorte d'énorme baie, peut-être. Je sais pas trop. Mais on est vraiment au nord des îles Vierges.
Et le souci avec cette carte, c'est qu'il n'y a pas d'échelle. Du coup, quand vous faites de la cartographie, mettez des échelles, bordel! Au nord, il y a une île qui est dans le carré rouge. Tu penses que c'est au nord ou c'est North of Virgin Gorda? Et Virgin Gorda, c'est... Ah oui, c'est tout au nord. Ah! Donc tu voudrais dire que Sea of Thieves serait entre Mosquito Island et Anegada? Ok. Je rappelle que Bibil est le maître du lore, donc il faut suivre tout ce qu'il nous dit, parce que c'est lui qui a raison. Alors, île Vierge britannique. The Settlement. Donc on serait ici, c'est ce que tu es en train de nous dire. Donc en termes de distance... Mesurer une distance. Donc entre là et là, il y a à peu près 24 km. 24 km. Donc ça veut dire que Sea of Thieves ne fait pas plus que 24 km? J'ai du mal à y croire, ça. On serait en fait dans cette région-là, finalement. Si on regarde un petit peu la carte, si vous regardez, hop, hop, ici, on est au nord-ouest de l'ISS Mosquito et au sud de Lower Bay. Mais peut-être que Lower Bay, c'est un nom ici. De Wonky Dog. C'est marrant, ça, comme nom. Ah oui, donc on est complètement dans les eaux territoriales anglaises. Complètement dans les eaux territoriales anglaises. Ça, c'est bon à savoir, ça. Donc, il y aurait quand même des grandes chances qu'on se trouve dans cette région-là. C'est-à-dire, vraiment, la partie sud-sud-sud de la mer des Bermudes et vraiment le nord des Caraïbes, donc dans une partie un petit peu méconnue, on va dire, mais complètement dans les eaux territoriales anglaises. Donc ça, c'est bon à savoir. Sea of Thieves dans les eaux anglaises, c'est pour ça qu'il y a des caisses de thé. Pas bête. Pas bête du tout. En tout cas, donc, on se retrouve ici. Donc gardez ça en tête, qu'a priori, notre biologie pourrait avoir du coup des liens avec ce qu'on aurait dans cet endroit-là. Une partie qui est, on va dire, quand même caribéenne, avec des conditions plutôt tropicales. Donc un endroit où il fait très chaud, un endroit où il fait très humide, et il y a en général quand même beaucoup de soleil. Avant de se poser une question sur qu'est-ce que spécifiquement on pourrait trouver comme biologie, eh bien je vais vous faire un petit 101 de la biologie marine. Déjà parce que je meurs d'envie de vous le faire, parce que j'adore ça, et parce que c'est bien d'avoir des bases, effectivement, pour savoir un petit peu ce à quoi on s'attend, justement, dans les écosystèmes qu'on ne connaît pas. Je vais vous montrer un petit schéma que vous avez peut-être déjà vu quelque part. Si je vous dis réseau trophique, ça devrait vous dire quelque chose. Parce que c'est un concept que nous, on prend souvent dans la vie de tous les jours, la chaîne alimentaire. Donc c'est-à-dire qui mange qui. Ça veut dire en fait comment est-ce que l'énergie est transférée entre les individus d'un écosystème. Et vous allez comprendre ce que je veux dire par énergie, parce que l'énergie, on est d'accord que nous, en tant qu'espèce, on doit manger. Ce qu'on mange, en général, c'est des plantes, c'est des animaux, des fruits, tout ça. Tout ça, c'est des organismes qui ont créé justement leur corps, leur forme comme ça, avec de l'énergie. C'est de l'énergie chimique. C'est de l'énergie qui a été créée par la biologie pour former des structures biologiques. Eh bien nous, on a besoin de manger justement ça aussi pour former notre propre corps et former justement et d'avoir besoin de notre énergie puisque nous fonctionnons avec de l'énergie. Donc, la différence, c'est que dans l'écosystème, dans les écosystèmes, je devrais dire, chaque individu ne consomme pas son énergie de la même façon. Pour la simple et bonne raison que nous n'avons pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes formes, on n'est pas dans la même niche écologique. On n'a pas évolué de la même façon. Donc vous allez avoir des individus qui vont utiliser des sources d'énergie différentes que d'autres. Et vous allez me voir à 10 km, vous allez me voir venir, je parle évidemment de la production primaire versus la production secondaire. Alors ne partez pas, vous allez comprendre. Vous voyez en bas de la pyramide ici, il y a des producteurs primaires. Qu'est-ce qu'on appelle des producteurs primaires? Producteurs primaires, ce sont des individus qui produisent leur énergie chimique à partir d'énergie minérale. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement comme des algues, des plantes, qui vont prendre l'énergie solaire pour former des structures biologiques. L'énergie solaire est une énergie qu'on appelle minérale parce qu'elle n'est en rien reliée à la biologie. C'est une énergie qui est produite par le soleil, qui est ensuite amenée
sur Terre par radiation et par tout simplement envoi des rayons de soleil. Et les espèces de producteurs primaires utilisent cette énergie grâce à quel processus? Il s'agit de la photosynthèse et en particulier dans la photosynthèse, c'est donc l'utilisation du carbone. Vous prenez de l'eau et ça fait de l'oxygène que nous respirons, entre autres, hein, bien sûr. Cette réaction est une des réactions les plus communes du monde vivant. Et sachez que l'enzyme qui est impliquée dans la photosynthèse, qu'on appelle la Rubisco, c'est un acronyme. Je ne donnerai pas tout le nom parce que déjà je m'en souviens plus. Et en plus, c'est parce que c'est compliqué. Donc la Rubisco est une des enzymes qui, en termes de nombre de molécules, est une des plus présentes sur Terre. La Rubisco. C'est en fait l'enzyme qui permet justement la photosynthèse. Et c'est pour vous dire à quel point les producteurs primaires, donc ceux qui font la photosynthèse, sont présents sur Terre. Il y en a tellement que le nombre justement de Rubisco est l'enzyme la plus présente dans le monde vivant. Et ça, c'est la classe. Vous avez ici les producteurs primaires, comme le phytoplancton et les algues, qui utilisent l'énergie solaire pour faire justement leur énergie biologique. Pourquoi est-ce qu'on les appelle primaires? Parce que ce sont qui font l'énergie en priorité dans l'écosystème. Parce que les producteurs primaires vont être consommés par les producteurs secondaires. En fait, oui, tout simplement, primaire, secondaire. C'est simple. Producteur primaire, vous prenez de l'énergie minérale, vous en faites de l'énergie chimique. Donc le soleil, et vous en faites des structures biologiques. Ça, c'est des producteurs primaires. Sachez, entre parenthèses, qu'il y a d'autres types de producteurs primaires. On en parlera plus tard. Et vous avez les producteurs secondaires, qui, eux, prennent de l'énergie chimique pour faire de l'énergie chimique. Donc en gros, vous mangez d'autres organismes qui sont eux-mêmes des énergies chimiques. Ils ont fait des cellules, ils ont fait des structures qui contiennent de l'énergie chimique, et vous les en servez, vous les digérez pour former votre propre énergie. Donc nous sommes quoi, nous? Des producteurs secondaires. Donc maintenant que vous avez bien cette détermination, vous avez aussi une sorte de pyramide qui va se faire du fait que qui mange qui. Et en fait, plus vous montez dans votre pyramide, plus vous allez avoir un niveau trophique élevé. C'est-à-dire que vous allez être un producteur secondaire de premier ordre, de deuxième ordre, etc., etc. Petite question qui me vient en tête. Les champis qui poussent sur des cadavres d'animaux, c'est primaire ou secondaire? C'est secondaire. Parce que eux, ils vont utiliser l'énergie chimique pour faire de l'énergie chimique. Ce sont ce qu'on appelle des décomposeurs, en termes trophiques. Ils ne sont pas tout à fait dans la pyramide là-dessus, parce qu'ils peuvent se développer sur n'importe quelle structure. C'est pour ça qu'il y a des flèches de partout. Mais, en gros, ce sont des producteurs secondaires, qui sont inclus dans la reminéralisation et la décomposition. Sauf que vous avez des producteurs secondaires qui vont se nourrir de producteurs primaires. Donc ça, on va les appeler des producteurs secondaires de premier ordre. Vous avez ici les herbivores qui se nourrissent de producteurs primaires, de plantes. Et tous les autres vont être des carnivores parce qu'ils vont se nourrir d'herbivores ou d'autres carnivores aussi. Donc c'est là où vous allez avoir des premiers ordres, de deuxième ordre, etc. Et les carnivores qui ne sont mangés par personne d'autre, genre nous, théoriquement, on est ce qu'on appelle des top carnivores, des top prédateurs. Parce qu'on est en haut de la pyramide. Mais encore une fois, je veux mettre l'emphase sur le fait que, en milieu marin surtout, c'est pas aussi simple. Et que en vrai, alors attention, accrochez-vous, ça ressemble à ça. Là, je vous ai tiré un graphe qui sort d'une publication savante. C'est un exemple, hein, donc j'irai pas dans le détail de comment est-ce que ça a été pris et tout ça, bien sûr, parce que ce n'est pas le point. Mais en gros, ici, vous avez tous les détails ici. Et ce qui va nous intéresser, c'est le fait que c'est complexe, les amis. C'est complexe parce que vous voyez que vous avez les niveaux trophiques, comme je vous expliquais. Vous avez donc pas une pyramide, mais un réseau. Et que certaines espèces vont se trouver à un certain niveau, mais ne vont pas être mangées par des niveaux supérieurs, par exemple, pour plein de raisons différentes. Et vous avez des espèces d'un niveau qui peuvent être mangées par le niveau supérieur, mais aussi par le niveau encore plus loin. Donc en gros, c'est le bazar. Et c'est ça, en fait, qui est compliqué quand on s'intéresse au trophique, le réseau trophique, c'est qu'il y a un sacré bazar de qui mange qui, bien sûr. Donc, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on est haut dans le niveau trophique, plus on a de chances d'être des prédateurs, des carnivores, des top prédateurs. Et plus on est bas, plus on a de chances d'être
des producteurs primaires. Bon. Donc vous voyez, c'est quand même assez compliqué. Et si je prends cet exemple-là pour l'exemple en Antarctique, par exemple, eh bien vous allez avoir un réseau un peu comme ça, où vous allez commencer justement en bas avec des macroalgues, avec des bactéries, tout ça, qui vont être mangés par des producteurs secondaires, qui sont eux-mêmes mangés par exemple des poulpes, qui sont eux-mêmes mangés par des mammifères marins, tandis qu'une autre partie va être mangée par du krill, qui va être mangée par des poissons aussi, puis par des mammifères marins, puis eux-mêmes mangés par des top prédateurs, etc., etc. Bref. Et d'ailleurs, un exemple qui est très intéressant, c'est l'exemple aussi des baleines. Certaines baleines ne sont pas prédatrices, ce sont des herbivores, certaines. Alors que ce sont des top prédateurs, mais en fait, ils sont juste de niveau trophique 2, parce qu'ils se nourrissent d'herbivores. Vous voyez? C'est très compliqué. Ils se nourrissent d'herbivores, ils peuvent même se nourrir de plantes. Ce sont eux-mêmes des herbivores. Donc, vous voyez, très compliqué le réseau trophique. Alors, parce que nous, on peut être mangé par plein de trucs, c'est juste que ça dépend des circonstances. Oui, parce que nous, on est une espèce un petit peu particulière, on va dire, dans le réseau trophique. On peut être mangé, mais on ne l'est pas. Donc, est-ce qu'on est vraiment un top prédateur? C'est une question intéressante. On note l'importance majeure du krill. Effectivement, et on va revenir un petit peu là-dessus, c'est joli le krill. C'est très joli le krill, des petites euphausiacées là. Évidemment, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je veux que tout soit clair dans votre tête, évidemment. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous revenions à cette petite pyramide et que avant d'aller se balader sur Sea of Thieves, pour que vous puissiez avoir un peu une idée de ce que j'ai envie de voir dans Sea of Thieves, on va aller se faire une petite description de chacun des niveaux. D'une part parce que c'est trop beau, et d'autre part parce que vous allez apprendre beaucoup de choses, j'en suis sûr. J'avais lu quelque part qu'on était au niveau de l'anchois. Ah, c'est bien possible, hein? C'est bien possible, ce qui ferait du sens, parce qu'on mange des herbivores, on est nous-mêmes herbivores de temps en temps, et on peut se faire manger par des carnivores. Donc en vrai, pas bête. Ouais, je retrouve l'article. Oui, tu pourrais le mettre sur le Discord d'ailleurs, ce serait assez marrant d'avoir ces infos-là. Donc, on va partir producteur primaire, parce que dans l'océan, quand je vous dis producteur primaire, et vous avez déjà des exemples sur la petite page que je suis en train de vous partager. Mais mettons par exemple que je vous pose une question comme ça, voilà. Quand je vous dis producteur primaire, quand je vous dis végétaux, à quoi vous pensez en premier? J'ai hâte de savoir ça, parce que j'ai ma vision de biologiste marin, donc je sais ce que je veux rechercher, mais qu'est-ce que vous rechercheriez en premier si je vous demandais d'aller regarder les végétaux dans un écosystème que vous ne connaissez pas? Les kelps, ok, kelps qui sont donc des laminaires en français, donc quelque chose qui serait plus macroalgues. Ouais, tu penses à des trucs verts et tu aurais raison. Tout à fait. Mais est-ce que ce sont des trucs verts que tu verrais? Des larves de méduses? Nope. Pas pour les végétaux. Chocolate propose le sable. Alors, techniquement, c'est faux, mais dans le sable, il y a des choses intéressantes. On verra plus des coraux et des machins colorés, mais c'est des animaux. Tout à fait, ça viendra un petit peu après. Donc pensez végétaux. Mais dans le sable, il y a des choses. Même théoriquement, sur les laminaires, il y a des choses aussi. Dans l'eau, il y a des choses. Vous devriez avoir un mot qui devrait apparaître justement dans votre esprit quand je commence à vous parler un petit peu de ça. Parce que c'est une chose qui est très importante, qu'on n'a pas du tout dans les écosystèmes terrestres, sur lesquels nous parlerons un peu plus tard d'ailleurs. Effectivement, le plancton, mais pas n'importe lequel, le phytoplancton. Le phytoplancton, ce sont des organismes unicellulaires microscopiques qu'on va trouver un peu partout, mais surtout dans l'eau et dans le sable. Et ça, mes amis, sachez que le phytoplancton est le plus grand producteur d'oxygène à la planète. Ce n'est pas l'Amazonie, c'est les océans qui produisent le plus d'oxygène grâce au phytoplancton et aux algues bien sûr, macroalgues, mais surtout le phytoplancton. Parce que dans tout l'océan, vous avez des algues unicellulaires qui vont faire de la photosynthèse, exactement, des microalgues qui vont être microscopiques et leur nombre est tel que l'oxygène qu'elles vont produire va être en majorité celui que nous allons respirer. Et oui, donc phytoplancton et les algues. Et je vais vous montrer quelques petits exemples de phytoplancton parce que c'est joli. D'abord, regardez ça un petit peu. Regardez un peu la beauté de ces choses-là. La silice, ou plus particulièrement le silicium, est utilisé par ces animaux pour faire ces jolies structures. Mais ce n'est pas le nom de ces espèces-là. Les beaux bijoux comme du sable au microscope, exactement, c'est exactement ça.
Il s'agit de diatomées. Il s'agit de diatomées tout simplement. Diatomées, donc des organismes microscopiques qui produisent de la photosynthèse, des producteurs primaires. Les diatomées, ce sont des algues. Ce sont des micro-algues, donc ce que vous voyez ici, ce sont une cellule, une cellule, une cellule. Il n'y a qu'une seule cellule dans chacune des structures que vous voyez là. Par contre, autour de cette cellule, il y a une sorte de petite boîte en silice qui a été créée. Et ça, seuls les diatomées peuvent le faire. Les diatomées, vous allez en avoir dans tous les écosystèmes. Vous allez en avoir dans l'eau, mais il y en a aussi qui sont dans le sédiment. Et d'ailleurs, qui sont très productives aussi. Et ces diatomées-là, ce sont des algues qui sont parmi les plus représentées à l'échelle de l'océan, bien que, évidemment, il y ait des différences entre différentes régions de la planète. Mais les diatomées, ce sont des êtres unicellulaires qui produisent de l'oxygène, donc des producteurs primaires, avec une sorte d'exosquelette en silice, ce qu'on appelle la frustule. Et sachez que ce sont des structures qui ont tellement fasciné les gens par leur beauté qu'il y a beaucoup d'art qui est fait avec leur structure, notamment, vous en voyez un ici avec cette jolie... ce cercle qui a été fait, mais il y a beaucoup d'art qui est formé justement en mettant les diatomées ensemble, et vous avez des très très belles photos. Là-dessus, si vous mettez diatom art dans Google, vous allez voir des très belles choses. Donc, ce sont des êtres unicellulaires qui produisent de l'oxygène grâce à la photosynthèse et qui ont des frustules, donc des exosquelettes en silice. Et ça, il n'y a qu'elles qui ont ça. Et ce qui est marrant, c'est que quand ces espèces meurent, eh bien, la cellule meurt, mais l'exosquelette, lui, ne meurt pas. Il tombe, il va sédimenter et il va pouvoir faire aussi des types de sédiments particuliers. Et ça, c'est un petit peu hors sujet. Je voulais juste vous dire que le squelette, lui, ne meurt pas et ça permet aussi de faire des très bons fossiles. Très pratique, quand on s'intéresse évidemment à l'archéo. Vous avez donc les diatomées. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Moi, j'adore ça. Ça, c'est une petite espèce du nom de Eumillania exlei. Enfin, c'est une des espèces, il n'y en a pas que... Il y a 8 espèces différentes ici. Mais Attends. Ah, ils ont changé son nom. Oh non. Oh, la taxonomie, je la déteste. Je la déteste. Ils ont changé le nom. Avant, elle s'appelait Eumillania exlei. Et maintenant, elle s'appelle Gephyrocapsa exlei. Gephyrocapsa. Eh ben, ce sont tout à fait des coccolithophoridae. Complètement ça. Et ça, ce sont donc des producteurs primaires. Donc, encore une fois, une seule cellule, des êtres unicellulaires microscopiques qui vont faire la photosynthèse. Et eux, plutôt que d'avoir de la silice autour d'eux, eh ben, les petites plaques que vous avez ici, c'est du calcaire. Tout ça, c'est des petites structures calcaires qu'ils ont construites tout autour d'eux, comme des petits boucliers qui se mettent comme ça pour se protéger. Et encore une fois, quand ces végétaux meurent, leur squelette externe de calcaire va venir se poser sur le sable, et avec le temps, ça va former des sédiments calcaires. La craie que vous avez utilisée quand vous étiez à l'école contient probablement ce genre d'organismes-là qui ont sédimenté avec le temps. Bref, donc, encore une fois, des êtres unicellulaires qui produisent de l'oxygène, donc producteurs primaires, mais cette fois-ci qui utilisent du calcaire. Mais il y a d'autres espèces aussi qui n'utilisent rien. Vous avez ici les dinoflagellés. Vous avez des dinoflagellés qui sont encore une fois une seule cellule, qui vont produire de l'oxygène. Eux, ce sont des organismes qui peuvent être soit nus, soit armés. Nus, ça veut dire qu'autour de leur cellule, il n'y a rien pour les protéger. Et s'ils sont armés, ça veut dire qu'ils ont un exosquelette, mais pas en silice, pas en calcaire, mais en cellulose, donc de la protéine. Et sachez que la forme de chaque dinoflagellé est caractéristique de son espèce, évidemment. Et sachez qu'il y en a aussi certains qui sont des qui utilisent la photosynthèse, donc des producteurs primaires, mais certains peuvent aussi se nourrir d'autres cellules. Donc ce sont des prédateurs. Donc en général, certaines espèces de dinoflagellés sont considérées comme des mixotrophes, parce qu'ils considèrent à la fois la production primaire et la production secondaire. Vous voyez, c'est compliqué la biologie, mais c'est ça qui est fascinant. Donc vous avez des dinoflagellés, et vous avez encore d'autres choses, comme les cyanobactéries, ou cette petite algue, qui est une algue verte, unicellulaire, celle-là, qui s'appelle Volvox. Et Volvox, vous en avez peut-être entendu parler dans vos cours de biologie, de botanique à l'époque de l'université. Franchement, Volvox, on en a entendu parler parce que c'est une algue qui est modèle
aussi dans les laboratoires pour étudier plein de choses. Ah mais du coup c'est comme des petites plantes carnivores, exactement. C'est exactement ça. Bon, pas à notre taille, hein. Nous ils peuvent pas nous attaquer. Hein. Mais pour l'autre espèce de plancton, des bactéries, tout ça, yum. Tout à fait, tout à fait. Vous avez quand même une sacrée diversité au sein du phytoplancton. Donc on a des diatomées, on a des dinoflagellés, on a des coccolithophoridés, on a des algues vertes unicellulaires comme ça, on a des cyanobactéries, il y a tout un tas de choses. Donc je vais pas aller dans tout le détail de tout ça parce que c'est pas le but, on en aurait pour des millions d'émissions. Et en plus je suis pas expert du phytoplancton. Donc, je vous ai parlé de algues unicellulaires, et vous aviez aussi parlé tout à l'heure de kelp, apparemment, comme disait Émerion. Eh bien, oui, on a les macroalgues. Macroalgues, donc vous avez les microalgues, ce que je vous ai présenté là, et vous avez les macroalgues, qui sont des algues pluricellulaires, qui sont en général de grande taille. C'est ce que vous allez voir sur vos plages, les fameuses algues vertes, n'est-ce pas? Mais il y a aussi d'autres taxons, d'autres phylums dans tout ça. Ce que j'appelle phylum, ce que j'appelle taxon, ce sont des groupes d'espèces qui ont été formés en fonction de leurs caractéristiques communes. C'est ce qu'on appelle la taxonomie. C'est celle qu'on trouve en fonction de la distance de la surface? Alors, pas tout à fait. C'est pas tout à fait ça, même s'il y a un lien, mais c'est surtout en lien avec l'immersion sur les milieux côtiers. Mais en gros, c'est pour vous dire qu'il y a quand même une diversité de ce qu'on appelle aussi macroalgues. En général, quand vous dites des algues, vous avez en tête des kelps. Donc les kelps, c'est ce qu'on appelle des algues brunes, que vous avez ici. Ce qu'on appelle des phaeophycées. Voilà. Mais il y a aussi des algues vertes, les fameuses ulves, par exemple, que vous trouvez sur les plages. Des espèces de petites plaques vertes, toutes glissantes, où il faut faire attention quand on marche sur le rocher. Ce sont des ulvophycées. Et je suis pas sûr que le terme encore fonctionne aujourd'hui. Ulvophycées. Tout à fait, le terme est toujours actif bien sûr. Donc ulvophycées, c'est ce qu'on va appeler des algues vertes macrocellulaires, donc des algues pluricellulaires de grande taille. Vous avez phaeophycées, les algues brunes, et vous avez aussi les rhodophyta, qui sont des algues rouges. Et vert, rouge et brun, ce sont les trois grandes couleurs qu'on peut voir dans les macroalgues. Pourquoi est-ce qu'elles sont de ces couleurs? C'est parce qu'elles ont des assemblages de pigments différents. Donc certaines vont avoir certains types de chlorophylle et d'autres vont avoir d'autres pigments que la chlorophylle qui viennent complémenter tout ça. Un truc qu'ils ont en commun, c'est que toutes ces espèces ont de la chlorophylle A. La chlorophylle de type A, vous avez différents types de chlorophylle. Il y en a une de type A qui est commune à tous. Mais par exemple, les ulvophycées vont avoir, en plus de la chlorophylle de type B, il me semble que les algues rouges vont avoir des chlorophylles de type C en plus, avec des caroténoïdes, etc. Donc tout un tas de pigments, c'est-à-dire des structures protéiques qui vont gérer la photosynthèse, qui vont gérer tout un tas de métabolismes de la cellule différemment. Et comme ce sont des groupes différents, ils se sont adaptés différemment. Et ils ont un différent type de chlorophylle et de pigments. Donc c'est ça qui va leur donner leur classification. Mais si on veut aller un peu aussi dans la diversité de ce qu'on peut trouver, regardez, dans les algues vertes, il y a beaucoup de structures différentes. On va trouver des algues vertes en filaments comme ça, comme des codium, C-O-D-I-U-M. Ça, c'est des algues qui sont marrantes parce qu'elles sont un peu squishy. C'est très rigolo. Vous avez bien sûr ici vous avez des ulves ici. Vous avez certaines qui sont en forme de mousse. Vous avez ici certaines qui sont feuillues. Et la fameuse colerpa, la colerpe, en Méditerranée, qui est une algue invasive et qui détruit beaucoup d'écosystèmes. Bref, vous avez une grande diversité, donc des ulves, tout ça. C'est des choses qui vont être quand même très adaptées à un milieu, et on va les trouver en général. Alors c'est pas toujours le cas, bien sûr, mais on va trouver souvent les algues vertes en premier quand il y a des perturbations. Parce que c'est des espèces qui sont souvent opportunistes. Pas toutes, hein, mais il y en a certaines qui sont opportunistes et qui vont profiter de la place laissée par une perturbation pour profiter avant qu'elle ne se fasse remplacer par d'autres espèces. Exactement. Colerpa taxifolia, qui est un enjeu majeur en Méditerranée. Il vient détruire un petit peu beaucoup de choses. Donc terrible. Vous avez donc dans les algues brunes les fameuses kelp dont parlait Émerion, mais vous avez aussi les fucus, les petits fucus, des trucs qu'on aime bien percer sur la plage aussi, tout jolis comme ça. Vous avez beaucoup de structures très très jolies
à tel point d'ailleurs que les laminaires, il y en a certaines qui peuvent faire plusieurs mètres de long, 10, 20 mètres, des vraies forêts de laminaires, notamment sur le Pacifique Ouest, près de Vancouver et tout ça. Vous avez vraiment des endroits qui sont extrêmement colonisés par des macroalgues géantes, des macroalgues brunes qui font vraiment des forêts colossales et des écosystèmes magiques. Et ça doit être exceptionnel d'aller plonger là-bas. Et enfin, donc vous avez les algues rouges. Et algues rouges, vous avez ici toute une planche qui présente un petit peu des formes particulières d'algues. Vous allez en avoir certaines qui sont en forme de lame, comme ça. Donc la Gratlupia, Gratleupia, Lanceolata, mais moi je connaissais aussi en Bretagne Gratlupia turuturu. J'avais beaucoup aimé ce nom-là. Vous avez du Congrus aussi. Vous avez Polioipes. Donc vous avez plein d'espèces différentes. Il me semble que ces espèces-là, ce sont des espèces américaines. Donc les algues rouges, vous avez vu, vous en avez aussi beaucoup de diversité. Et une chose qui n'a pas été montrée sur cette planche, c'est que vous en avez aussi certaines algues qui sont encroutantes. Si vous regardez des rochers, vous allez voir qu'il y a comme une sorte de tache rouge dessus. Et bah ça, c'est une algue rouge calcaire. Et en général, dans l'ordre des corallinales, les corallinacées, les algues corallines. C'est très très joli. Regardez ça. Vous avez ici ces espèces de structures comme ça, qui sont des algues rouges. Donc soit elles sont en feuilles comme ça, vous pouvez essayer d'avoir des petites structures un petit peu arborescentes, mais ça reste du calcaire. Elles utilisent du calcaire pour former leur structure, mais ça reste que des algues rouges, pas du corail. Très important. Et pour ceux qui sont en Bretagne, vous devriez connaître une algue rouge, encroûtante calcaire, qui devrait vous rappeler quelque chose. Si je vous dis le mot maerle, M-A-R-E-L, le maerle, c'est une algue rouge aussi, encroûtante, mais qui n'est pas fixée. Elle est libre sur le sédiment. Et c'est très joli aussi, maerle. Vous voyez, ça forme justement tous ces petits fonds-là. Voilà. Et ça, ce sont des algues rouges. Fimatoliton. Très joli nom aussi. On aime beaucoup le maerle, bien sûr. Maerle qui a été utilisé aussi pendant très longtemps par les agriculteurs en Bretagne pour justement fertiliser leur sol avec du calcaire. Donc il y avait vraiment des endroits où on exploitait le merle avec plus ou moins d'effets sur l'environnement bien sûr, mais on était moins à l'époque industrialisé qu'à cette époque aujourd'hui. Donc c'était pas le même impact. Voilà. Mais quand même, je tenais à le dire. Voilà un petit peu pour les différentes structures que je voulais vous montrer au niveau des producteurs primaires. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille se balader un petit peu sur SOT pour voir justement, au niveau des producteurs primaires, qu'est-ce qu'on peut trouver. Donc pourquoi est-ce que j'ai envie d'aller à Mermaid's Hideaway? C'est parce que c'est une plus jolie pour savoir ça. Et là, imaginez, je tombe sur un Shrouded Ghost. Oh, ce serait mon rêve. Pitié. Donnez-moi ça pendant que je suis en cosplay d'Ernest. Pitié. Par contre, si vous pouvez voir un petit mégalodon aujourd'hui, je serais content. En vrai. Puisqu'on parle de biologie, tout ça. Vous allez voir. Mermaid's Highway, je l'ai pas choisi par hasard. C'est parce que je trouve que c'est une île qui est très pratique pour visualiser des choses en biologie. Parce qu'elle est très bien modélisée. Avec beaucoup de choses tout autour. Hop là. Donc évidemment, on parle de biologie marine. Donc allons se balader dans l'eau, bien sûr. Donc si on regarde autour, déjà, on voit une forme ici qui est assez intéressante. Parce que, de ce que je vois, ça pourrait être deux choses. L'espèce de petit gazon vert que vous avez là. Soit ce sont des algues vertes. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il y a des petites algues rouges qui ont été posées ça et là tout autour. Mais je pense qu'il s'agit d'autre chose. Parce que c'est vrai que ça ressemble beaucoup à des feuilles, ce qu'on voit là. Or, les algues n'ont pas de feuilles. Ça s'appelle autrement. Dans le cas des laminaires, on appelle ça des frondes. Mais c'est pas du tout la même structure que des feuilles. Ça a vraiment une structure cellulaire complètement différente. Donc ce ne sont pas des fucus, je pense. Enfin, ça pourrait être des fucus, ces affaires-là, mais je les vois plus rouges que bruns. Vous voyez? Parce qu'on se rappelle que les fucus sont des algues brunes. Ça peut être des fucus, remarque. Hein. Au niveau de la localisation, ça pourrait. Hein. Ça pourrait. Et vous voyez, par exemple, moi je serais plus enclin à dire que ce que vous avez là, ce sont des plantes, mais des prés salés, exactement. Bon, on s'entend, il n'y a pas de... A priori, il n'y a pas de marée, ici. Hein. Mais, ce que veut dire Emeryon par des prés salés, c'est que ce que on aurait là,
ce seraient des plantes à fleurs et non pas des algues. Parce que c'est quelque chose que je ne vous ai pas montré. Et oui, mesdames et messieurs, parce qu'il y a autre chose qu'on peut trouver aussi dans les écosystèmes marins, au niveau côtier en tout cas, des choses que vous avez peut-être déjà vues et des noms que vous avez déjà entendu parler. Il s'agit bien sûr des austères. Les austères ici, qui font partie de la famille des austéracées. Mais voyez, ce sont des angiospermes. Et ça c'est intéressant, parce que angiospermes ce sont des plantes à fleurs. Et ça c'est intéressant, parce que ça veut dire que ce ne sont pas des algues, mais genre pas du tout. Ce qu'on a là, ce sont des plantes à fleurs. Et ça c'est la partie la plus rigolote quand on voit de ça, c'est que là, ça, ce que vous avez ici, c'est pas des algues, c'est du gazon. C'est littéralement du gazon. Alors salicorne, c'est considéré comme du terrestre. Ça reste dans l'écosystème marin, mais la salicorne est placée en haut de l'estran. En général, c'est une plante qui est halophyte, donc c'est-à-dire qui va tolérer le sel des milieux côtiers, mais qui n'est pas liée directement à l'océan. Parce que c'est une plante qui est faite pour le milieu terrestre. Donc elle est un petit peu plus haut sur l'estran que ce qu'on a là. Parce que ça c'est des plantes à fleurs qui sont sous l'eau. Et c'est ça qui est intéressant, parce que on se dirait c'est vert, ça ressemble à des algues, c'est sous l'eau, bah c'est des algues. Et non, ce sont des plantes et elles produisent vraiment des fleurs. Et moi, pendant un de mes post-docs, justement, je me suis intéressé à ces petites herbes-là. Des herbes qui sont totalement trop belles. C'est vraiment comme des cheveux, on peut les caresser, c'est tout doux comme ça. Faut en faire attention parce que ce sont des écosystèmes qui sont quand même relativement fragiles. Mais ouais, c'est quand même très joli et c'est très la classe. Et si je vous mets ça, hop, les fleurs de zoster, vous allez voir, ça ressemble à ça. Ça ressemble à des petits comme des petits boutons qu'on va trouver justement entre les feuilles. Et c'est tout à fait joli, vous voyez. Et ça va se transformer en graines. Une fois que ce sera évidemment fécondé entre deux plants. Vous avez ici des jolies petites zoster qui sont en fleurs. Regardez ça comme c'est pas joli. Hein? Regardez ça. Bon, c'est pas de très bonne qualité, mais ça ressemble vraiment à ça. Donc tout joli. Et ce sont des plantes qui peuvent se retrouver aussi quand c'est marée basse, à l'air libre. Elles peuvent le tolérer sans problème. Pas trop longtemps, mais elles peuvent le tolérer. Donc pour moi, si je devais donner mon opinion d'expert sur ce que je vois actuellement ici, j'aurais l'impression qu'il s'agit de près de zoster, ou en tout cas de plantes à fleurs. Donc la première chose que j'ai envie de savoir, c'est est-ce qu'il y a des plantes à fleurs de ce genre-là au niveau des Caraïbes? Parce que c'est possible que ça n'existe pas du tout, parce que ce ne sont pas leur localisation géographique, bien sûr. On va essayer d'aller voir ça un petit peu différemment. Tac, tac, tac. Alors, vous voyez, ça c'est intéressant, parce que du coup, les algues, vous allez avoir une structure qui est surtout au niveau sur le sédiment. Elles sont posées comme ça. Mais tandis que les plantes à fleurs, qui vont former des herbiers comme ça, elles vont avoir des racines. Et ça, c'est intéressant, parce que ça va permettre aussi de stabiliser le sédiment. Et en général, les herbiers sont des endroits qui sont des milieux refuges pour beaucoup d'espèces. Et en plus, elles sont mangées aussi par les manatees. Comment est-ce qu'on appelle ça en français? Les lamantins. Lamantins, très joli. Tac, 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 oui, bon, ça c'est joli. Ça, une jolie tortue. Oui, un requin, oui. Ah, un cône, faites attention, mettez pas ça dans vos oreilles. Du coup, herbier, c'est le nom consacré pour les seagrass, ça comprend aussi les algues. Très bonne question, Émerion. Et herbier, c'est le nom qui est consacré pour les seagrass. Complètement. On appelle ça des meadows en anglais, des prairies. C'est des prairies de plantes à fleurs. Pourquoi est-ce que j'ai pas le nom seagrass en français? Pourquoi est-ce que je l'ai qu'en anglais? Je me souviens plus. Bon, on va appeler ça des prairies. Alors quand on dit que les dugongs ou les manatees sont herbivores, ils mangent vraiment de l'herbe en fait. C'est exactement ça. T'as tout compris. C'est exactement ça. Intéressant. Parce qu'il faut quand même se dire que ce sont des herbiers. Les herbiers, ce sont quand même des plantes qui ne peuvent vivre que avec des certaines conditions. Et en général, quand il fait trop chaud, les herbiers aiment pas trop ça. Oh, mais ça ressemble pas mal à ce qu'on a, dis donc. Thalassia testudinium. Cette espèce vit dans les mers bordant les Caraïbes et dans le golfe du Mexique. C'est exactement là où on veut. Elle pousse donc sur les côtes atlantiques des États-Unis, du Mexique et des îles des Caraïbes et des Antilles. Ah ah!
Elle exige une salinité élevée et ne pousse pas dans les zones trop souvent battues par les vagues. Bien qu'elle supporte une exondation et une exposition occasionnelle à l'air durant les marées basses. Exondation étant quand elles sont à l'air libre. En tout cas, je sais pas pour vous, mais ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on a devant les yeux, non? Si vous regardez un petit peu, je vais vous montrer, attendez. Venez voir. Regardez cette image et regardez ça. C'est quand même pas mal proche. On va pas se mentir. Et ça fait complètement du sens parce qu'on observe ces espèces justement dans les Caraïbes. Donc on pourrait donner l'hypothèse que ce qu'on voit ici, dans Sea of Thieves, ce sont donc des herbiers, donc des plantes à fleurs et non pas des algues. Et ça c'est intéressant. Et ça me plaît comme information. Donc, ça pourrait être des plantes à fleurs de genre Thalassia, peut-être pas forcément Testudinalium parce qu'il y a plusieurs espèces dans ce genre, mais ça ferait bien du sens parce que ça pousse en plus sur du sable. Donc, là pour l'instant, on est complètement OK. Donc on aurait quelques petites algues brunes ou rouges qui sont présentes dans ces herbiers-là, quelque chose qui est tout à fait possible aussi. Et vous voyez que ce qui est de façon très intéressante, c'est que à un moment, il n'y en a plus. Et oui, il n'y en a plus parce qu'il n'y a pas suffisamment de lumière pour que la photosynthèse soit faite de façon efficace, ou tout simplement il y a compétition avec d'autres espèces. Donc là, je dois avouer que pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Ça pourrait être dû à plein de choses, peut-être aussi qu'il y a trop de vagues. Comme il y a trop de vagues, eh bien, ça peut juste pas se poser, c'est possible. Sachant que là, il n'y en a pas non plus. Il y a des petits récifs d'algues. Et là, on a peut-être des algues qui ressembleraient à des laminaires. Même si elles sont plus vertes. Oh, je suis en train de crever. Je vais me faire manger par un requin 100 000%. En même temps, je suis là pour faire une ébullition de biologie marine. Donc si je me fais pas manger les fesses par un requin, on n'est pas dans le thème. Donc vous voyez, ici on aurait peut-être des algues qui ressembleraient à des laminaires, parce qu'on a quelque chose qui est quand même très long, comme ça, avec des structures qui ressembleraient à des feuilles, mais qui sont pas des feuilles. Et de façon assez intéressante, c'est que là, on a l'impression qu'il y a deux espèces différentes. Et les petits poissons seraient des demoiselles. Ah, possible. Possible. On reviendra sur les poissons juste après. Pour l'instant, on est au niveau des producteurs primaires. Donc vous voyez, là, on aurait deux espèces. On a une espèce là, et une espèce ici. Je suis en train encore de remourir. En même temps, c'est les aléas du direct. Là, on a une troisième espèce qu'on a trouvée. Reprenons un peu parce que moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est la diversité. C'est-à-dire le nombre d'espèces différentes qu'on aurait dans notre région de Sea of Thieves. Donc on a vu qu'on aurait deux espèces de laminaires. En tout cas, une laminaire et une espèce qui serait à côté. On a nos petites espèces de présalés que nous avons ici, des herbiers. Et on aurait nos petites... Oh mais c'est pas vrai! Si je me barre. Et des herbes... et des algues rouges ou brunes que nous aurons là. Ce qui fait que pour l'instant, en termes d'algues, je dénombre 4 espèces différentes. Et là, peut-être qu'on en aurait une autre ici. Parce qu'elle a une structure un petit peu différente. Ah, plonge! Ah! Toi, tu vas t'apprendre celle-là, hein? Je vais y aller avec un microscope longue vue, ce sera mieux. Il fait son intéressant en plus, hein, j'en ai marre. Donc on pourrait peut-être avoir une forme différente d'espèces ici. Ou alors, c'est simplement que il peut y avoir des plants mâles, des plants femelles. C'est aussi possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on a 4 espèces d'algues différentes trouvées dans cette région. Là, vous avez vu, on voit autre chose ici. Mais ça, ce ne sont pas des végétaux. Nous allons y revenir juste après. Donc là, vraiment, vous voyez, là, actuellement, je vois vraiment 4 espèces différentes. Donc en termes de diversité des producteurs primaires, en tout cas des macrophytes... Ah, attendez, regardez ça. Tiens. Ça, mes amis, on voit ici une nouvelle algue. Une algue qui a une morphologie complètement différente des autres et qui est une algue brune. Donc ça pourrait être une sorte de fucus, par exemple. Donc là, on a vraiment des algues rouges, ici, et on a une algue brune ici. Donc, nos 3 groupes d'algues, de macro-algues en tout cas, sont représentés dans Sea of Thieves. Et ça, c'est le fun.
Donc là, on a une 5e espèce, vous voyez? Et ça me plaît. Donc autour de Mermaid's Hideaway, pour l'instant, nous avons 5 espèces d'algues différentes. Vous voyez? Et ça, c'est des choses que nous allons pouvoir mettre dans notre rapport d'expédition. Ah, mais attendez. Est-ce que ça en serait une... Non, ça ressemble à la même chose que de l'autre côté. Une autre algue, donc pas la même. Là, on a d'autres choses qui ne sont pas des algues. Ok. Oh, bonjour. Donc ça, ce ne sont pas des algues. Là, ça, c'est définitivement pas une algue non plus. Ça, c'est pas des algues non plus. C'est joli, ça. Cette île est trop belle de toute façon. Donc je pense que pour notre première sortie actuellement, en tout cas de ce que je vois là, on voit 5 producteurs primaires macrophytes, donc des herbiers. Nous avons vu donc des herbiers, des plantes à fleurs marines. Vous remarquez qu'ici il n'y en a pas parce qu'on est trop profond, il n'y a pas assez de lumière. On a 2 espèces de laminaires, ici. On a une espèce d'algue brune et on a des algues rouges. Après, est-ce que c'est la même espèce? Je pense qu'on n'est pas capable de le voir maintenant. Mais en tout cas, on a une diversité quand même relativement intéressante d'algues dans notre petit écosystème. Et ça me plaît. Alors, je vais retourner à mon petit slideshow parce qu'on parlait justement des algues. On a vu des très belles choses. On a vu des très belles choses autour de Sea of Thieves. Mais une chose qu'on n'a pas vue, c'est effectivement le plancton. En termes de phytoplancton, incapable de dire, bien sûr, s'il y a du phytoplancton sur Sea of Thieves. On va quand même postuler qu'il y en a. Parce que c'est un océan, parce qu'il y a du soleil. On peut raisonnablement penser qu'il y a du phytoplancton, mais à ce niveau-là, on est incapable de dire quelle espèce il y a. Par contre, il y a une chose qu'on est capable de dire, c'est que les eaux sont très claires, ce qui veut dire qu'en termes de concentration de phytoplancton, il n'y en a pas beaucoup. Parce que s'il y en avait beaucoup, les eaux seraient troubles. Parce que justement, le nombre de cellules du phytoplancton viendrait justement à tel point colorer en fait l'eau et deviendrait trouble. Donc moi, mon rapport d'expert sur les producteurs primaires de Sea of Thieves dans l'eau, c'est qu'il y a 5 espèces d'algues pour l'instant. Non, pas vrai. 4 espèces d'algues et une espèce de plante à fleurs. Et qu'il y a du phytoplancton, mais en petite quantité. On ne sait pas lequel, mais il y en a un petit peu. Donc partant de ce niveau-là, je vous propose de monter un petit peu, parce que là je vois que le temps passe, bien sûr. On a fait de la première étape de notre réseau trophique. Passons maintenant aux autres étapes, qui sont bien sûr les producteurs secondaires. Donc évidemment, de la même façon qu'il y a aussi des unicellulaires, il va y avoir des unicellulaires qui sont aussi des producteurs primaires, des bactéries qui vont se nourrir d'autres bactéries, des choses comme ça. Et vous avez aussi des macrocellulaires, donc des organismes plus gros, multicellulaires, qui vont être dans le zooplancton. Donc de zooplancton, vous allez avoir des très très belles choses. Regardez ça un petit peu, cette diversité de formes et d'espèces que vous allez trouver ici. Le zooplancton, qu'est-ce que c'est? Ce sont des organismes microscopiques qui ne peuvent pas nager contre le courant, pour ça que ce sont du plancton, et qui sont des animaux, zooplancton. À la différence du phytoplancton et du plancton qui est végétal. Zooplancton, ça va être des animaux qui vont faire de la production secondaire, c'est-à-dire se nourrir de végétaux, des herbivores, ou se nourrir d'autres zooplanctons, des carnivores. Donc on est à un niveau trophique supérieur. Et là, vous allez avoir devant vous donc plein d'espèces différentes et plein de stades larvaires aussi différents. Je vais vous en citer quelques-uns, parce qu'ils sont très jolis. Au centre, vous devriez en reconnaître un ici. À votre avis, qu'est-ce que c'est que ça? On en a déjà parlé aujourd'hui. Le krill, c'est ça que vous allez trouver dans beaucoup d'endroits, notamment dans le Saint-Laurent, au niveau de Tadoussac, et ça va nourrir les baleines, en particulier. Il y en a plein d'autres espèces qui se nourrissent du krill, mais ça, ce sont pas des crevettes. Attention, ce ne sont pas des crevettes. Ce sont des euphausiacées. Deux choses différentes. Ça reste des arthropodes, mais ce ne sont pas des crevettes. Et le krill va être consommé par tout un tas d'espèces, notamment par les baleines, parce que c'est très nutritif. Vous voyez par exemple cette petite poche ici, ça c'est très très riche en lipides notamment, donc en gras. Donc vous avez ici le krill, mais vous avez aussi plein de choses. Vous avez ça,
ce petit truc-là. Ce petit truc-là qu'on peut aussi trouver ici. Une autre espèce. Regardez ça. Si je vous dis que ça, en biologie marine, on enseigne toujours ces espèces en disant c'est un grain de riz avec des antennes. Eh bien ça, ce sont des copépodes. Et les copépodes, c'est une famille, une classe en fait, d'espèces qui est extrêmement diverse et qui fait le maillon du zooplancton. Il y en a énormément partout. Donc le krill, c'est un peu moins, on va dire, diverse et partout que le reste. Mais les copépodes, par contre, il y en a partout. Ça, les copépodes, c'est vraiment quelque chose qui est très très commun dans le zooplancton. Vous allez avoir plusieurs types de copépodes, bien sûr, hein, mais ça, on aime bien. Et dans le zooplancton, vous allez avoir aussi des noms très jolis comme des kétognates, ici. Ça, vous allez avoir un kétognate. Des choses aussi très jolies. Vous allez avoir aussi des vers aussi comme ça qui sont adaptés au plancton, donc des annélides, comme ça ici. Vous allez avoir aussi des petites larves d'échinodermes, d'étoiles de mer. Ou pas que d'étoiles de mer, ça peut être aussi des ophures, ça peut être plein de choses. Donc tout ce qui fait partie des étoiles de mer, vous allez avoir aussi un stade larvaire qui va se trouver dans le plancton. Et je parle de stade larvaire, mais il n'y a pas que ça. Parce que regardez, ça vous fait penser à quoi ça? Moi ça me fait penser à un homard. Eh bien vous auriez raison. Ça, c'est une larve de homard. À un stade particulier, mais ça fait partie des larves de homard. Un homade, tout à fait. Un homard, exactement. Donc dans le zooplancton, vous allez avoir beaucoup de larves, donc des stades de... une écrevisse aussi, c'est vrai, une écrevisse, ça fait aussi partie des décapodes. Voilà, donc ça peut faire partie aussi à ça. C'est vrai que c'est peut-être plus partie d'une écrevisse, mais bref, ça fait partie de ça et c'est bon les homards. Donc vous allez avoir ça, donc dans le zooplancton, vous allez avoir certaines espèces d'animaux carnivores supérieurs qui vont avoir un stade larvaire qui... elle, leur larve, va se trouver dans le plancton. Et elle va se métamorphoser petit à petit pour sortir du plancton et devenir un organisme comme on les voit aujourd'hui, comme un homard adulte, par exemple. Mais au départ, il y a toujours, beaucoup d'espèces, en tout cas d'invertébrés, une phase larvaire. Vous voyez, par exemple, ça je pense que c'est une larve d'holoturie, je crois. Ça fait penser à un truc comme ça. Donc des concombres de mer. Et ça, vous voyez, ça c'est un stade zoé. C'est une larve de crevette. Ou de homard d'ailleurs. C'est le stade zoé, ZOE. Très joli aussi. Vous allez voir des larves Nauplius aussi. Des larves qui sont très caractéristiques aussi des arthropodes. Vous allez avoir ici, ça c'est une larve de crabe. Une mysis? Je sais plus. En tout cas, ouais, ça c'est une larve de crustacé. Très certainement d'un crabe. Ce que vous voyez ici. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que sur cette image, vous allez avoir des individus qui sont adultes, comme le krill par exemple, comme les kétognates, mais vous allez aussi avoir des stades larvaires qui ne sont qu'une étape dans le cycle de vie de l'organisme. En tout cas, vous voyez, dans le zooplancton, on a quand même beaucoup de choses très jolies, et pensez que dans le zooplancton, il y a aussi des larves qui vont se nourrir d'autres espèces de zooplancton, ce sont des carnivores en général, pour ensuite avoir suffisamment d'énergie pour passer à un stade différent et grandir pour devenir un jour, peut-être, des adultes. Donc, c'est une part très importante des producteurs secondaires, ils sont présents dans le zooplancton, mais vous allez aussi avoir d'autres espèces, bien sûr. Et je parle évidemment, bien sûr, des coraux. Évidemment. Les coraux, ça c'est une image qui a été prise dans un récif corallien en Australie. Mais regardez un petit peu cette beauté. Tout ça, ce sont des récifs coralliens. Et les coraux, ce sont des espèces de cnidaires. Donc, la même famille que les méduses. Sauf que là, ce sont des espèces qui sont quand même relativement éloignées des méduses, mais qui ont un stade polype qui est fixe et qui dure toute leur vie. En général, ce sont des anémones, un certain type d'anémones, mais qui forment aussi des structures calcaires et qui sont en symbiose avec des algues unicellulaires pour pouvoir faire justement des récifs coralliens. Et quand vous avez le phénomène de blanchiment des coraux, eh bien c'est parce que les coraux perdent leur algue unicellulaire et meurent. Ce qui n'est pas le fun. Pas très jojo. Mais les coraux, ce sont des symbioses en tout cas. Ces espèces-là ont vraiment besoin
d'une algue unicellulaire pour pouvoir survivre dans ce milieu. Et ça forme des structures qui sont vraiment très belles, qui sont encore plus jolies quand on les voit avec des ultraviolets ou des infrarouges, mais aussi que sont des structures refuges pour beaucoup d'espèces. Vous voyez ici qu'il y a beaucoup de poissons, beaucoup d'invertébrés, beaucoup de choses qui vont vivre au sein des récifs coralliens. Et sachez par exemple, j'ai pris une petite statistique assez rigolote, c'est que les coraux, les récifs coralliens, comptent pour 0,1% de la surface terrestre, mais que dans ce 0,1%, on y trouve 25% des espèces marines, de toutes les espèces marines. 25% dans 0,1% de la surface. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même un peu une dinguerie. Et évidemment, ce sont des milieux qui sont très sensibles, évidemment, au réchauffement climatique. Donc, moi, j'ai envie d'aller voir aussi un peu dans Sea of Thieves, qu'est-ce qu'on trouve aussi comme coraux. Parce que, comme on a vu juste avant dans notre petite balade, eh bien, on en a vu quelques-uns des coraux. Donc là, si on regarde un petit peu les structures coralliennes dans tout ça, là, on a quelque chose qui ressemblerait à des éponges, qui sont pas des coraux, c'est pas des coraux à proprement parler, mais dans les récifs coralliens, il y a beaucoup d'éponges. Donc ça me fait penser un petit peu à des éponges. Là, on aurait des structures, des espèces de doigts qu'on a comme ci, qui seraient aussi des récifs coralliens. Donc là, on aurait deux espèces. Là, on a une grande structure qu'on pourrait penser qu'est une algue, mais je pense que non, c'est un grand corail. Ah, ça existe aussi, ça. Un grand corail, donc une troisième espèce. On a encore un autre corail en dessous. Voilà, une autre grande bande d'une couleur différente. Donc probablement une autre espèce. Là, on a ici un bénitier, je pense, qui est un mollusque. Donc rien à voir avec du corail. Là, on a un autre corail cerveau, ici. Une structure qui a été faite en forme de boule. Ça existe bien sûr dans les coraux. Là, on a autre chose qui ressemblerait aussi à du corail. Donc de ce que je vois là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 espèces probablement coralliennes. Donc quand même assez diversifié, ce qui n'est pas étonnant parce que dans les récifs coralliens, forcément, on s'attend à avoir une belle diversité. Ici, pas d'autres espèces. Là, on les a déjà vus. Petit corail bleu qu'on a déjà vu. Ah non, peut-être qu'on en a un autre là au centre. Pas la même couleur, pas la même organisation. Donc une 7ème espèce. Ok. Donc vous voyez quand même c'est assez diversifié et à vrai dire ça ne m'étonne pas tant que ça. Parce qu'on est quand même dans les Caraïbes et c'est normal d'avoir des coraux. Les coraux sont des espèces qui se forment surtout sur les sédiments durs, les rochers. Pas vraiment dans les sédiments de sable. Ce qui, a priori, est logique et on voit cette logique de façon assez évidente ici, où on voit beaucoup de prairies de plantes à fleurs dans les sédiments de sable et des coraux dans les parties où ils sont plus rocheux. Il me semble qu'on n'en a pas vu encore, mais il y en a souvent dans les lagons. Ah. Vous avez vu, on a vu quand même pas mal de choses en termes de coraux, et moi ça me plaît, parce que c'est assez cohérent avec ce qu'on a vu aussi là-dedans. Après, on a aussi d'autres espèces, parce que les coraux, les algues que je vous ai montrées, en général, ce sont des espèces qui sont fixes. Les zooplanctons, le phytoplancton, eux, sont mobiles, mais ils ne peuvent pas se déplacer contre le courant. Eh bien, il y a tout un tas d'espèces qui peuvent se déplacer complètement contre le courant, ce qu'on appelle le necton. Et nous, on peut nager contre le courant, donc nous faisons partie du necton. Les poissons font partie du necton. Necton, c'est vraiment le contraire du plancton. Lui, ne peuvent pas nager contre courant. Ça, c'est la définition, grosso modo, du plancton et du necton. Et donc, quand on parle, bien sûr, de tout ça, on va avoir plein d'animaux qu'on connaît, comme les poissons, bien sûr, comme les requins, comme les mammifères marins, comme les crabes, donc tout un tas de choses. Là, vous avez ici un cône qui est très venimeux, donc faites attention, je vous le redirai jamais assez, hein, mais faites attention à ça. Vous avez bien sûr des crabes, vous avez des dauphins, vous avez plein de belles choses là-dessus. Et vous avez des raies, vous avez des requins qui sont donc des poissons cartilagineux, versus, vous avez ici l'espadon et le barracuda qui sont des poissons osseux. Vous avez ici des invertébrés, ici. Et vous avez bien sûr les mammifères marins qui sont des mammifères comme nous qui sont revenus vivre dans le milieu aqueux après s'être adaptés au milieu terrestre. Et bien sûr, vous avez aussi des reptiles, la tortue en fait partie.
et des poulpes, bien sûr, aussi des mollusques. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on s'attendrait un petit peu à voir justement sur Sea of Thieves. Est-ce qu'on dit encore poisson? Non. Le mot poisson, normalement, en taxonomie, n'existe pas. Pour la simple et bonne raison que quand on dit un nom poisson, comme ça par exemple, genre, même algue, ça veut pas vraiment dire grand chose. Mais mettons par exemple, on parlerait de diatomée. Le mot diatomée est un mot qui veut dire quelque chose en taxonomie parce que toutes les diatomées sont représentées dans un même groupe de l'arbre du vivant. C'est-à-dire que toutes les diatomées sont dans la même branche du vivant. Ce qu'on appelle un groupe monophylétique. C'est-à-dire vraiment, toutes les espèces vont être retrouvées dans ce groupe. Tout ce qui est une... Excusez-moi, faut que j'aille gérer des fans qui demandent mon autographe à coups de balles dans les fesses. Allez, on dégage, merci. Vous pourriez quand même avoir la gentillesse d'être des squelettes anciens. Donc, je disais, pour le cas des diatomées, toutes les diatomées sont dans le groupe des diatomées, et les espèces qui sont en dehors ne sont pas des diatomées. C'est ce qu'on appelle un groupe monophylétique. Dans le cas des poissons, c'est plus compliqué, parce que c'est ce qu'on appelle un groupe paraphylétique. C'est-à-dire que tous les poissons, tout ce qu'on appelle poissons en termes de phylogénie, donc c'est-à-dire avec certains caractères, n'ont pas tous le même ancêtre commun. Il y a certains trucs qui sont des poissons, mais qui ne sont pas dans le même groupe que d'autres trucs qui sont aussi des poissons. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser le mot poisson en vrai. Mais on l'utilise pareil. En tout cas, à tous les taxonomistes dans le chat, je vous ai compris, bien sûr. J'utilise le mot poisson par souci de simplification. Qui nage et qui a des branchies. Donc ça veut dire que pour toi, un requin est un poisson ? Eh bien non. Ce sont des sélaciens, comme on dit, parce que ils ont du cartilage. Donc on parle de poissons à cartilage, mais c'est pas des poissons à proprement parler. Voilà. Mais c'est toujours... par exemple, quand on voit un mégalodon, on dit « Oh, le gros poisson! Comment ça ?» Pareil, une baleine. Ah! Une baleine. C'est un poisson? Bien, la réponse est non. La baleine est un cétacé. Rien à voir. Techniquement, les cétacés ont été dérivés des poissons osseux. Techniquement. Mais ce ne sont pas des poissons. Donc autant vous dire que la taxonomie c'est le bazar, évidemment. Donc en tout cas, avec tout ça, je vais pas aller dans trop le détail, parce que si vous avez des questions, évidemment n'hésitez pas à me les poser. Mais dans les écosystèmes de Sea of Thieves, on n'a pas beaucoup d'autres choses que mammifères marins comme ça, dans le sens où on n'a pas de tortues. J'ai pas recensé de tortues de tous mes voyages. J'ai pas vu de baleine, j'ai pas vu de requin. J'ai pas vu de dauphin, pardon. J'ai pas vu de raie, par exemple. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas beaucoup, qui seraient attendues, justement, dans Sea of Thieves, et qu'on ne voit pas. De là, il y a plusieurs réponses. Et tout simplement que on est dans un écosystème peut-être qu'elles n'ont pas encore colonisé, ou alors c'est des écosystèmes qui ne leur sont pas propices. Ça fait quand même beaucoup. Ou alors, tout simplement, on est dans un écosystème qui est magique, entre guillemets, parce qu'il est entouré d'une barrière qu'on appelle le Devil's Shroud. Il se pourrait très bien que ces espèces sont tellement grandes qu'elles sont affectées par le caractère magique du Devil's Shroud. Parce que, pour rappel, petit point lore, et Bibil, si t'es encore dans le chat, tu pourras me dire si j'ai bon. Pourquoi est-ce que Sea of Thieves a été découvert par le Seigneur de la Piraterie? C'est parce que ça a été le premier à y aller avec un petit bateau. Parce que le Devil's Shroud a des effets corrosifs sur les bateaux, il les fait couler, mais plus ils sont gros, plus ces effets sont importants. Donc en ayant un petit bateau, il a pu aller vite et il a pu résister à beaucoup d'effets corrosifs justement, et c'est pour ça que tous les bateaux, tous les navires d'ailleurs je devrais dire, que vous voyez dans Sea of Thieves sont des navires de relativement petite taille par rapport à ce qui se fait à cette époque, comme les gros galions par exemple. Un galion que vous allez voir dans la vraie vie n'a pas cette forme-là du tout et est beaucoup plus grand par exemple. Et c'est pour ça que dans Sea of Thieves, les structures, les bateaux, les navires sont plus petits.
Parce que s'ils sont plus grands, ils ne peuvent pas être ici. Exception faite du Burning Blade, mais ça c'est parce que c'est un bateau magique et qu'il a été créé dans Sea of Thieves par Flameheart. Bon. Et donc on pourrait très bien postuler que pour tout ce qui est animaux plus gros, eh ben, ils n'ont pas pu venir dans Sea of Thieves parce que ils n'ont pas pu coloniser ces écosystèmes parce que justement ils sont trop gros et qu'ils ont été affectés par le Devil Shroud. Ça pourrait être une hypothèse. Sachant que là, je pousse un petit peu le pompon parce que on pourrait tout simplement dire, si on était mauvaise langue, que c'est parce que les développeurs ne les ont pas modélisés. Et rappelez-vous que tout le but de la mission, c'est d'essayer de rendre plausibles et vraisemblables les écosystèmes. Donc moi, je prends avec mon observation de scientifique des infos et après, j'essaye de répondre à ces infos-là avec des hypothèses, en posant des hypothèses et en allant chercher des informations, des données. Et Eumerion me pose la question des mégalodons. Eh bien, c'est intéressant que tu poses cette question parce que les mégalodons, il n'y en a que dans Sea of Thieves. Donc le fameux mégalodon, bien sûr, et le kraken, ce sont deux espèces qu'on ne trouve que dans Sea of Thieves. On ne les trouve pas, a priori en tout cas, en dehors. Donc c'est possible que ces espèces aient été en fait créées dans Sea of Thieves, dans une niche écologique qu'elles ont colonisée, ou tout simplement, elles ont peut-être un lien avec la magie, avec la mer des damnés peut-être. Elles sont arrivées depuis la mer des damnés. Ce ne seraient pas des choses qui seraient invraisemblables, puisqu'on sait d'après le lore qu'un certain mégalodon blanc avait le pouvoir de traverser les dimensions. Donc, moi je pense que pour le coup, c'est normal qu'on voit des mégalodons et des kraken ici, parce que, bien qu'ils soient grands, ils n'avaient pas eu à dépasser le Devil Shroud. Ils étaient déjà dans Sea of Thieves. Bon, je pense que c'est comme ça qu'on peut l'expliquer. Donc les grosses espèces, les grosses baleines, les dauphins, peut-être parce que ce sont aussi des mammifères, peut-être auraient une susceptibilité plus importante au Devil Shroud et à ses effets qu'à d'autres espèces, ce qui a eu pour effet donc d'être une barrière écologique sur laquelle ils n'ont pas pu aller coloniser ces écosystèmes. Par contre, d'autres espèces qui ont pu venir coloniser les écosystèmes, ce sont les poissons, évidemment. Poissons. Parce qu'il y a tout un tas de poissons dans Sea of Thieves qui sont donc au nombre de 10 espèces, en tout cas 10 espèces qui ont été à ce jour recensées, que nous pouvons trouver de différentes façons dans le gameplay du jeu, dans différentes régions. Si on regardait ça d'un point de vue écologique, on pourrait dire que ces espèces sont présentes dans différentes régions parce qu'elles ont colonisé justement ces endroits et qu'elles sont les plus adaptées pour ces régions. Exemple, par exemple, les nageoires d'abondance ici sont plus adaptées aux écosystèmes des Shores of Plenty, tandis que les Ancient Scale, les écailles anciennes, vont elles se retrouver surtout dans les Ancient Isles parce qu'elles ont justement une meilleure adaptation aux conditions de ce milieu que les autres. Vous voyez, il y a toute une variété de poissons, justement. D'un point de vue de gameplay, les développeurs ont un peu symbolisé aussi cette adaptation des espèces à des conditions différentes, dans le fait qu'on peut aussi les appâter avec différents leurres. Et ça, c'est assez intelligent, parce que ça nous montre aussi qu'ils ont pensé au fait que certaines espèces vont se nourrir d'une certaine source de nourriture que d'autres. Et ça, c'est assez pratique. C'est plutôt bien pensé, d'un point de vue aussi vraisemblable de l'écosystème. Donc allons pêcher une petite nageoire d'abondance. On est là pour un petit bout de temps, bien sûr, hein. À la bonne vôtre. Mais elle me l'a mangé direct. Évidemment, il faut qu'on prenne le poisson le plus commun de Sea of Thieves, quoi. On peut pas en avoir un rigolo, quoi. Regardez ça, le poisson. Incroyable. Queue éclaboussante rubis. Voilà. Parce que dans Sea of Thieves, vous avez donc 10 espèces de poissons. Et il y a... Enfin, en fait, il y aurait 10 genres. Et dans chacun de ces genres, il y a 5 espèces. Donc au total, 50 espèces de poissons dans Sea of Thieves qui sont recensées pour l'instant, bien sûr. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc en gros, si on refait un petit mix, un petit résumé de ce qu'on vient de voir autour de Mermaid's Hideaway, on a vu qu'il y a à peu près 5 espèces de végétaux. Il y aurait une plante à fleurs, il y aurait 2 laminaires, une algue brune et des algues rouges. 5 espèces de végétaux, producteurs primaires. Il y a ensuite
des producteurs secondaires et on a vu qu'il y avait 6 ou 7 espèces de coraux. On a vu une espèce de bivalve, l'espèce de gros bénitier qu'on a vu en bas. Et on a évidemment des requins et des poissons. Donc ça, c'est ce qui forme un peu l'écosystème, le fameux réseau trophique de Sea of Thieves. Donc on pourrait s'intéresser à faire des liens justement dans tout ça, si on le voulait. Et à cela vient se rajouter ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire du phytoplancton et du zooplancton, parce que c'est obligé qu'il y en ait. Mais il n'y en a pas beaucoup parce que les eaux sont quand même relativement claires. Donc il n'y en a a priori pas beaucoup. Pour terminer, parce que tout ça c'est bien joli, mais il n'y a pas que les îles dans Sea of Thieves, il y a aussi d'autres endroits. Et j'ai envie d'aller terminer dans un des endroits que je préfère, un endroit du royaume immergé, qui est à notre sud. Ah. Vous voyez cette espèce de petit halo bleu là-bas? Cela indique qu'il y a un endroit du royaume émergé, si on plonge. Et vous allez voir que c'est assez intéressant parce que on va trouver des écosystèmes complètement différents. Parce que je vais peut-être essayer de vous le montrer quand on sera sous l'eau, mais en général, le fond marin de Sea of Thieves, il n'y a pas grand-chose. Alors ça peut s'expliquer par le fait que les développeurs n'ont pas voulu justement modéliser des choses à ces endroits parce que personne n'y va, de toute façon. Mais on pourrait aussi expliquer ça sur le fait qu'on est tellement profond qu'il n'y a pas assez de lumière justement pour soutenir des écosystèmes en santé. Sachez que c'est le cas même dans notre monde à nous, mais ça ne veut pas dire que ces endroits sont complètement dépourvus de vie. Bien au contraire. Parce qu'il y a une présence d'animaux là-bas qui ont des métabolismes assez particuliers, mais qui sont adaptés à ces régions-là. Qui sont adaptés au fait d'aller chercher leur nourriture dans les petites... dans la neige marine, donc c'est-à-dire la matière organique qui tombe de la surface. Alors attention, prenez votre respiration. 3, 2, 1... Plouf. Regardez ça un peu comme c'est beau. Et là, vous allez voir qu'il y a plusieurs espèces de coraux que nous n'avions pas vues à la surface. Regardez ça, rien que là, on en a 2 différentes déjà. On en a une autre qui est luminescente en plus. Très très jolie. Une autre toute rouge là-bas. Incroyable. Alors regardez, là on a, hop, on a encore quelques algues. On a des coraux ici. On a une étoile de mer. Tiens, une nouvelle espèce qu'on ne connaissait pas encore. Petite étoile de mer rose fluo. Let's go. Là on a 2 autres coraux ici. Magnifiques, assez gigantesques. Ce qui n'est pas étonnant parce qu'il y a certains coraux qui peuvent avoir des tailles et des formes assez impressionnantes. Regardez ça, vous allez avoir ici des gros coraux trompettes de ce côté-là. Et regardez, là on en a 2 autres, on en a certains aussi qui sont lumineux. Et ça, c'est très très intéressant. Ce que vous avez ici, ce sont des fumeurs, mais pas des fumeurs comme on aurait chez nous des fumeurs noirs, mais ils produisent de l'oxygène. Et ça c'est une des espèces... Enfin, pas une espèce. On va pas appeler ça... Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Parce que on est d'accord que des structures qui produisent de l'oxygène au fond des océans, de cette façon-là, dans notre monde, ça n'existe pas. Donc ça, en plus d'être un élément de gameplay, évidemment, c'est quelque chose qui n'est trouvé que dans Sea of Thieves. Donc là, on a quelque chose, on a découvert quelque chose. Là, Ernest, qui fait son exploration, a découvert quelque chose qui n'a jamais été décrit ailleurs que dans Sea of Thieves. Et ça, c'est trop bien! Donc vous voyez, ces structures-là, ce sont des fumeurs noirs. Pourquoi? Parce qu'ils font de la fumée noire. Jusque-là, on est d'accord. Mais ça, c'est quelque chose qui est trouvé à 2000 mètres, 3000 mètres de profondeur. C'est des choses qui sont vraiment très profondes et qui sont produites dû à l'activité de la Terre. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'est pas forcément lié au volcanisme en tant que tel, parce que ça ne produit pas de la lave et tout ça, mais c'est quand même une activité géologique qui produit justement ces fumées-là qui sont très chaudes et qui ont beaucoup de composés qui sont en général très toxiques pour nous, mais qui sont des composés chimiques qui ne sont trouvés que par des processus justement géologiques. Et ces endroits-là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un type de production primaire particulier qui est produit dans ces endroits. Je vous avais rappelé que la production primaire à la surface prenait la lumière du soleil pour produire de l'oxygène grâce à la photosynthèse. Eh bien sachez qu'il y a un mécanisme plus ou moins similaire qui ne prend pas cette fois-ci la lumière du soleil comme énergie minérale, mais il prend cette énergie chimique là. Il prend cette énergie, la chaleur du milieu, ainsi que toutes les particules comme le soufre et tout un tas de particules à ce moment-là,
pour faire ce qu'on appelle la chémiosynthèse. C'est-à-dire de la photosynthèse, mais pas avec du soleil, mais avec de la chimie, avec du soufre en particulier. Et ça, c'est quelque chose de magique parce que du coup, ça devient aussi des producteurs primaires. Ce sont des bactéries en général qui produisent ça, et les bactéries vont pouvoir coloniser ces endroits et soutenir un réseau trophique. C'est pour ça que dans ces endroits, vous allez trouver ici des crevettes qui vont se nourrir de ces bactéries-là. Vous allez trouver des annélides, des vers aussi qui vont se nourrir de ces bactéries en symbiose. Vous allez trouver aussi des crabes, des alvéoles de mer. Bref, c'est quelque chose qui est très 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 diversifié parce que l'écosystème est rendu possible grâce à la chémiosynthèse. Et ça c'est un peu des sortes d'oasis au milieu de tous les fonds marins qui sont beaucoup moins diversifiés. Et ça, c'est vraiment passionnant. Un pan de la biologie assez exceptionnel et qui a encore beaucoup besoin d'exploration dans notre monde. Donc, sur Sea of Thieves, il n'y en a pas des fumeurs noirs comme ça. En tout cas, nous n'en avons pas trouvé. Par contre, nous avons trouvé ces espèces de fumeurs à bulles. Ces bulleurs. On pourrait appeler ça des bulleurs. Donc, ça veut dire que dans Sea of Thieves, il y a un processus qui produit de l'oxygène de façon minérale grâce à ces fumeurs-là. Alors, de quelle façon? Aucune idée. Il faudrait faire des recherches justement en disséquant ces endroits-là. Est-ce que c'est biologique? Est-ce que je savais pas? Des choses comme ça. Mais c'est quand même assez exceptionnel. Donc, d'un point de vue scientifique, ça ressemble à de la roche. Bon. Mais on pourrait très bien dire que ça ressemble aussi un peu à un corail, à une structure qui serait calcaire, quelque chose qui serait formé par la biologie justement pour avoir cette fonction-là. Donc là, on pourrait devant nous avoir une espèce de corail particulier qui produit de l'oxygène, mais en plus qui a une production assez exponentielle. Vous voyez, la production est juste débile. Donc ça, c'est quelque chose qui est passionnant et ça pourrait faire partie d'une espèce parce que à date, on connaît qu'un seul processus qui produit de l'oxygène de façon non biologique. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, mais je vais parler ça comme ça pour simplifier. Mais en général, l'oxygène est souvent produit grâce à la biologie. Donc on pourrait se dire que ça vient justement d'une espèce, cette affaire-là. Les algues sous-marines qui produiraient de la photosynthèse, oui, ça pourrait être ça, mais qui serait tellement en groupe et avec tellement une particularité que ça pourrait produire justement ça. Donc on pourrait essayer de brainstormer un peu là-dessus. Ce serait très marrant, je pense. Parce que pour moi, ça fait partie des mystères biologiques de Sea of Thieves. Mystères écologiques, dirais-je même. Et d'où viendrait la lumière? Parce que c'est vrai que là, on est quand même assez profond. Il faudrait qu'on brainstorm là-dessus. Et regardez un petit peu. Cet endroit-là est un endroit qui est à l'air libre. Et il y a des structures coralliennes. Alors ça, pour le coup, c'est quelque chose qui n'existe absolument pas dans notre monde parce que le corail a besoin de vivre immergé. Et ça, et même regardez, on a des algues ici qui sont possibles à l'air libre. Donc là, on est dans une espèce de singularité qui remet complètement tout le fondement de la biologie de Sea of Thieves sans dessus-dessous. Parce que c'est clairement quelque chose qui ne devrait pas exister. Ça ne devrait juste pas exister en fait, ça. Je veux dire, une grotte comme ça, oui, ça pourrait exister. Mais des coraux qui vivent dans une grotte comme ça à l'air libre, impossible de trouver ça chez nous. Donc ça, c'est aussi une découverte majeure sur laquelle je vais mettre un petit peu d'emphase dans les rapports d'Ernest, bien sûr. Regardez un peu comme c'est beau. Franchement, c'est la classe. La seule chose qui pourrait justifier un petit peu cette affaire-là, outre le gameplay et du fait que c'est trop joli, on pourrait très bien imaginer que cet endroit-là, dans le lore, les sanctuaires sont des endroits où les anciens avaient justement des rituels et en particulier discutaient avec le peuple de la mer. C'est des endroits qui étaient empreints de magie. On est dans Sea of Thieves, donc il y a aussi un lien très fort avec la mer des damnés. On pourrait très bien imaginer que ce milieu-là est un petit peu empreint d'une sorte de double identité. Le fait qu'il y ait des coraux veut dire que normalement on devrait être sous l'eau. Il devrait y avoir de l'eau là où on est, parce que sinon ces coraux ne peuvent pas vivre. Mais on est à l'air libre, peut-être parce qu'à l'époque, on était dans un endroit qui était à l'air libre. Donc il y aurait une sorte de superposition quantique magique qui ferait que cet état est possible parce qu'on est avec la magie. Et encore une fois, ce n'est pas très scientifique.
C'est une hypothèse que je propose, basée sur les hypothèses que je connais et sur les données qui sont en ma possession. Mais je ne suis pas... Tout ça, ce sont des hypothèses. C'est pour vous dire, et je veux terminer sur ce point-là, c'est que même dans notre monde à nous, il y a des merveilles encore à découvrir, et on n'est jamais trop de biologistes pour aller justement explorer tout ça et faire des belles découvertes. Parce que je rappelle que nous connaissons mieux la surface de la Lune et de Mars que les abysses de nos propres océans. Donc il faut aller s'intéresser un petit peu à tout ça, n'est-ce pas? Et puis il nous dit des cheminées qui s'enfoncent profondément dans un rift, et c'est de l'eau qui bout. C'est pas possible parce que notre personnage respire. Notre personnage reçoit de l'oxygène. Par contre, là où tu as un point qui serait intéressant, c'est que ça pourrait être, au contraire, des plantes qui seraient, ou des structures qui seraient avec un courant électrique, qui ferait ce qu'on appelle l'électrolyse, c'est-à-dire qui casserait les molécules d'eau en molécules d'hydrogène et d'oxygène. Et ça, c'est quelque chose qui existe avec justement l'oxygène sombre, dont on avait déjà parlé pendant un instant océan, le lien évidemment sur la chaîne, mais ça pourrait très bien être quelque chose de cet acabit qu'on a là. Parce que on va dire qu'il n'y a pas vraiment d'électricité en tant que telle, mais par contre, le vivant est capable de produire de l'électricité. Nous-mêmes, nos nerfs sont électriques, d'une certaine façon. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un processus particulier ici? On pourrait s'y intéresser. C'est une belle hypothèse. Parce que du coup, ça produirait de l'oxygène non pas de façon biologique, mais de façon juste chimique. C'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose dans ces endroits qui permet la création d'un courant suffisamment important pour casser les molécules d'eau en hydrogène et en oxygène. En dioxygène, du coup, de l'air. Ça me plaît bien, cette idée-là. Ça me plaît bien parce que, du coup, ça permet de s'affranchir du côté biologique, et ça me plaît. Non pas que la biologie, c'est pas bien, c'est pas ce que je dis, hein, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est juste que là, c'est l'hypothèse qui semblerait la plus probable.